Merci beaucoup, Elisa. On n'a plus vraiment de temps pour une vraie table ronde, mais je vais quand même essayer des micro-résumés de ce que moi j'ai retiré des différentes contributions de ce matin, en étant assez contente de ce que tout ça a produit, puisque ce que j'ai relevé, par exemple, de la contribution de Manon donc sur les catacombes, c'est qu'il y a à l'origine de sa recherche, de son terrain, une dissidence. C'est-à-dire qu'on va dans la catacombe contre la loi, hein, c'est interdit. Puis après, on essaye de recréer une normalité ou de recréer des codes à l'intérieur. Comme peut-être Lise Bourdeau-Lepage a vu qu'on essayait de recréer un emploi du temps à l'intérieur d'une soustraction d'un emploi du temps un peu plus global. Des interrogations parfois contre-intuitives sur la sociabilisation des bienheureux du confinement. Est-ce qu'on aime bien faire des zooms apéro ou pas? Alors avec Rabir, ça a été un peu plus compliqué, mais en fait, le point commun, comme une sorte de négatif du confinement, c'est pas une comparaison, mais il y a quand même un rapprochement. Le confinement, on est dans une unité de lieu, et on est confronté à des pluralités de temps ou d'identité. On doit travailler, dormir, être parent, élève, professeur, voisin de palier, etc. Et puis en fait, la nuit, on a une unité de temps, c'est la nuit, mais dans une pluralité de lieux. Donc on a été en boîte de nuit, au cinéma, etc. etc. Alors là, comme ça, je ne sais pas quoi faire de ce que je vous dis. Hein. C'est un peu l'exercice compliqué du résumé comme ça. Voilà, est-ce qu'on arrive à penser la nuit dans le confinement ou le confinement dans la nuit? Ça, c'est une question qu'on pourrait lui poser la prochaine fois qu'on se croise sur un Zoom. Et puis donc, avec vous, Elisa, j'arrive à comprendre, ou peut-être à résumer, peut-être trop rapidement, hein, j'en conviens, une soustraction à tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans une soustraction au temps, puisqu'en fait, vous venez dire que les Buzzwood ne se projettent même pas dans quoi que ce soit. Donc c'est en ça que ça diffère d'une utopie. Ils ne proposent rien. C'est une sorte de don't act. Il y a une bombe qui passe là, j'en fais ce que je peux à ce moment-là. Et puis on est aussi dans une soustraction du lieu ou de la programmation des lieux. Donc là, c'est vraiment un peu... on fait table rase de tout ça. En fait, j'ai envie de... Si vous êtes tous individuellement d'accord avec les résumés très très rapides, j'ai un peu envie de vous demander ce que vous, individuellement, en tant que curieux de la claustrophilie, en tout cas assez curieux pour être venu, qu'est-ce que vous pouvez retirer ou pas, ou quelles sont vos curiosités aujourd'hui pour continuer vos recherches et vos interrogations au regard des autres disciplines qu'on a pris le risque un petit peu de mettre autour d'une table avec ce que ça peut comporter d'inconfortable, hein, puisque là on sort tous de nos zones de confort, on laisse nos corpus académiques d'un côté, on laisse le grand mot de l'épistémologie carrément de l'autre côté de la porte, et puis il se passe autre chose dans la transdisciplinarité. Il y a une discipline qui naît. On ne va pas se lancer dans les confinement studies quand même, parce qu'on espère que c'est quand même un petit peu derrière nous. Mais voilà, si individuellement, vous en retiriez quelque chose, ce serait quoi aujourd'hui ? Si je me lance dans une première réponse, ce qui m'avait frappé à moi quand j'ai dû réfléchir à répondre à cet appel à article, c'est que j'avais depuis longtemps regardé le travail d'Elebewus Woody, l'un des deux architectes sur lesquels j'avais réfléchi. J'avais longtemps réfléchi à la figure de ce petit monsieur qui est à l'intérieur, ici en train de se connecter à son appareil électronique à travers le monde. Je savais qu'il est dans une posture indigeste et inconfortable. Or, je ne me suis jamais rendu compte ou jamais vraiment réalisé que parce que c'est une architecture du choix, on doit être très motivé pour l'investir. Il y a ces dimensions de l'heureux. J'avais pensé au fait que nous sommes confinés dans un espace, que nous sommes obligés par la suite des événements, dans ce cas-là, extrêmement dramatiques et catastrophiques, d'agir. Or, je n'avais pas associé, et c'est ça, je trouve, le point extrêmement positif de ce colloque, que dans cet acte de conquête de l'espace, que dans cet acte de... D'ailleurs, on l'a vu avec le confinement également, la dimension du joie, de l'heureux, d'un point épanouissement et quelque chose à laquelle à faire attention. Je pense que le terme de claustrophilie va être très utile pour moi dans l'avenir également, parce qu'il mélange cette question de contrainte ou de cet univers de manière intuitive, négative pour l'homme, ou pour certains, avec cette notion de bien-être, d'heureuse, d'un résultat positif. Et donc, c'est quelque chose à laquelle la joie, je n'avais pas vu le potentiel joie dans ces espaces, je les avais juste vus comme des objets à obtenir un but important, sérieux,
Mais moi, je retiens l'importance de la joie et la partie heureuse, la philie par rapport à ce colloque. Je passe le micro peut-être. Alors, qui tente son résumé à soi? Allez, Manon. Merci beaucoup pour cette question. En fait, je n'avais pas du tout pensé mon mémoire dans ces termes-là. Le terme claustrophilie, ça ne m'était pas venu à l'esprit quand j'avais travaillé sur mon mémoire. Et cette transdisciplinarité qu'on a vue avec des sujets super différents, je n'avais pas pensé ça. Et aussi, quand vous avez présenté votre travail, Elisa, vous avez parlé de ces parasites à Zagreb et de cet espace voulu comme neutre que les gens peuvent investir. Et ça m'a interrogé ce terme d'espace neutre. Comment on crée un espace neutre et ce que moi j'ai vu dans mon enquête, c'est que même si c'est un espace séparé de la ville, c'est jamais un espace neutre. Voilà. Moi, je ne sais pas trop quoi dire, en fait. C'est vrai que sur la claustrophilie, je n'avais jamais du tout envisagé ça. Par contre, ce que j'avais envisagé, mais du coup, qui serait peut-être de nouveau à investiguer, c'était qu'au cours de ces 2 années de confinement, j'avais les résultats de l'enquête avec quelques éléments stylisés qui me permettaient d'expliquer en fait un peu ce que les gens avaient subi, en fait, sans le voir du côté positif. Donc là, ça m'a obligée à le faire. Mais en fait, j'étais venue à me demander, du coup, vous rajoutez une catégorie, en fait, vous, avec votre intervention, Elisa. Je m'étais demandé si on n'avait pas une société avec 3 catégories d'individus. Ceux qui sont bien chez eux, qui vont... c'est hyper schématique, hein, d'accord ? Qui vont faire tout chez eux, qui vont avoir le trampoline, la piscine, faire venir leurs amis, mais du coup, être dans un entre-soi permanent, qui vont commander sur Amazon, sur ces discounts, etc., qui vont tout avoir à porter en faisant un clic de souris et en faisant venir des gens. Donc il y avait cette idée d'une catégorie émergente dans la société française, donc peut-être que ces bienheureux seraient interrogés, en fait, à voir. Et puis après, une catégorie qui voulait que la vie se reprenne normalement ses marques, donc peut-être un peu plus, finalement, un peu les intellectuels, la finance, etc. Parce que eux se déplacent beaucoup et donc se sont fait plus vacciner. Enfin voilà, on a des signaux quand même assez forts dans nos sociétés. Et puis après, une catégorie qui finalement subit un peu les choses et subit les transformations tout en essayant de se positionner. Et du coup, les résultats, donc je m'étais dit, ça serait intéressant de faire un travail là-dessus pour voir si ça marche, s'il y a quelque chose qui émerge de ce point de vue-là. Et du coup, là, indirectement, vous deux, donc là, la question des conflits d'usage, donc ça, j'ai bien retrouvé, donc c'était un peu rassurant pour moi, quelque part, même si on préférait que ça soit différent. Mais vous, en fait, vous rajoutez une catégorie qui serait celle de la neutralité ou du changement de posture ou global. Et donc, du coup, je me demande si on n'a pas une partie de ces personnes de cette catégorie qui seraient des casaniers, en interaction choisie, on va dire, en interaction avec les autres choisis, et qu'on aurait une catégorie, ou peut-être qu'on pourrait extraire de ces individus-là une catégorie des neutres qui veulent changer finalement les choses, en fait, changer de modèle, en fait, de paradigme. Du coup, on en rajouterait une 4e, en fait. Du coup, peut-être qu'elles sont interconnectées, que c'est plus simple, qu'elles s'interpénètrent aussi, c'est peut-être plus compliqué. Du coup, ça rajoute de la complexité, en fait, au modèle. Et finalement, plus je vous écoutais et plus je trouvais que finalement, en fait, à vous écouter, ce qu'a fait cet architecte que je ne connaissais pas, finalement, c'est nous poser cette question du changement, du choc, en fait, exogène et comment on subit un choc exogène. Et finalement, au lieu de faire de la résilience et de se dire on va s'adapter, etc., là, on fait autrement, en fait. Il y a cette question-là. Donc, je trouve ça super intéressant et du coup, oui, ça porte ses fruits, comme ce que finalement cette question d'aimer d'être dans un espace
très clos, en fait, noir. On va le retrouver aussi. S'il y a des effets, il y a quelque chose qui se répond aussi entre vos deux interventions. Voilà, donc ce que je peux dire, tout en ayant vraiment été secouée plutôt par la proposition qu'on m'avait fait au début. Et du coup, peut-être je retiendrai aussi ce que disait Charlotte, le terme de casanier. Donc, voilà aussi comme quelque chose finalement d'un grand ralentissement de certaines personnes, une partie de la population qui pourrait être vos neutres, si on les qualifie de neutres, d'un ralentissement voulu et peut-être même nécessaire si on prend la question écologique et du climat et de la protection aussi du vivant et de l'humain en fait en tant que tel. Alors voilà, ça me fait penser à ça. Finalement, ça ouvre des perspectives en fait. Voilà. Alors, ce qui m'a peut-être le plus frappée avec la claustrophilie, donc au départ, j'avais une idée assez arrêtée, comme tous, je pense. Et alors, au départ, je le voyais comme un repli sur soi. Et en fait, il y a quand même pas mal de contradictions, parce que dans les interventions, toutes vos interventions, il y avait quand même une question de l'extension, donc de venir coloniser l'espace comme une extension de soi. Donc, par exemple, avec l'écrivain Huysmans, et donc de venir vraiment, oui, comme une extension de soi, avec les catacombes aussi, ou venir mettre sa trace dans un intérieur, dans un espace clos, pas forcément visible de tous, mais ce besoin de venir coloniser des espaces, et avec cet architecte qui est des greffes, des éléments qui viennent en plus. Et donc voilà, je le voyais au départ comme un repli, et en fait, peut-être pas tant que ça. Florence, c'est que ce qui m'a perturbée dans ta présentation, alors dans les catacombes, même s'il n'y a pas l'être humain, disons, mais il y a les traces, il y a l'art, donc on sent que ce sont des espaces qui sont vécus, donc qui sont fréquentés, même si de manière, je pense, pas trop légale, si j'ai bien compris. Mais là, il n'y a presque jamais la trace humaine, non, il n'y a pas non, il ne le représente jamais, sauf cette petite vignette que tu as montrée où on retrouve une sorte, un scientifique qui travaille comme dans son cabinet, qui essaye, voilà, bon, je ne sais pas, d'étudier quelque chose, on ne sait pas bien. Mais il n'y a pas l'élément végétal, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de vie. Pardon, il n'y a pas de vie dans ces espaces-là. Et ça, c'est assez perturbant. Ce sont des espaces vides. Et des espaces aussi ils sont faits comment? Quel est le matériau? Ce sont des espaces métalliques, ce sont des espaces froids, des espaces qui sont presque blessés la peau, si on se rapproche un peu trop. Donc effectivement, si on revient aux futuristes, c'est comme dans l'imaginaire de la Città Nuova, nous sommes dans des objets, nous sommes dans des propositions, nous sommes dans des spatialités intérieures entièrement artificielles. Ils ne sont pas censés être des cadres de vie pour tout le monde, mais ces espaces, effectivement, c'est que le locus de l'artificiel et de l'humain dans lequel il est en train de se penser à lui-même. Donc ça, je suis 100% d'accord. Dans la grande majorité des images que le Lebowitz vous propose, effectivement, c'est aussi des milieux qui vont être métalliques. S'il faut choisir un matériau de prédilection pour le Lebowitz, serait celui-là. En revanche, pour ceux qui aiment bien Windows par rapport à Apple, je pense qu'ils vont trouver un plaisir là-dedans. Ce n'est pas des espaces qui sont figés. C'est-à-dire, je n'ai pas intervenu là-dessus, mais y compris quand il décrit les composantes électroniques, pour utiliser les termes de 1992, il décrit à nombreuses reprises que c'est comme des boîtes blanches, cette fois-ci ouvertes, dans lesquelles chaque utilisateur peut amener ses propres modifications. Et ces espaces-là n'appartiennent, voilà, il y a tout un pensée anarchiste en vrai derrière que je n'ai pas développé, mais ils appartiennent à personne. Dès qu'ils ne sont plus utilisés, ils peuvent être appropriés par un autre. Et chaque nouvel utilisateur doit conquérir et ensuite modifier selon ses
envies de l'espace. Donc c'est une suite finalement non dictée par l'art, non prévue, non indiquée, non contrainte par l'architecte du départ, de comment ces espaces peuvent être appropriés. Donc dans le dessin, ça c'est l'état 0, mais en principe, 30 utilisateurs par la suite, ça pourrait être des choses complètement différentes. Dans cette volonté au départ que ça soit une boîte complètement ouverte et customisable ou sur laquelle on peut intervenir à tout moment, c'était la posture que les Lebbeus Woods avait imaginée. Et un des problèmes peut-être de ce type de représentation qui a l'air très fini et qui a l'air, ce type de dessin, magnifique dessin qui a l'air, c'est comme ça et pas d'une autre manière. On a du mal à imaginer l'évolution en fait, de cet espace, l'appropriation de cet espace. Et peut-être autant qu'il était fantastique de Lebbeus dans ce dessin, autant peut-être c'est les limites du médium, ou en tout cas des choix graphiques qu'il a également fait pour exprimer ses idées. Oui, alors peut-être pour réagir un peu de ce qui a été dit et peut-être de rebondir à propos de l'intervention de Lise Bourdeau-Lepage dans un premier temps. Et effectivement, ces données contre-intuitives, moi, qui continuent de me fasciner, parce que voilà, je trouve que c'est tellement l'inverse de ce que l'on pense ou de ce que l'on se croit autorisé à penser, que c'est très intéressant. Et du coup, par rapport à ce que vient de dire Elisa, sur le caractère très artificiel, l'artefact, qu'on retrouvait effectivement qu'on retrouve chez les modernes, et chez les pré-modernes, quoi, enfin ceux du 19e siècle, plutôt dans la littérature. On parlait de Baudelaire, Huysmans tout à l'heure. Cette opposition très franche, très nette, artificielle et naturelle, et qui est aussi pour moi une des clés du traumatisme du confinement. C'est-à-dire qu'on s'est confiné de manière hyper artificialisée. Et en fait, on a une forme de claustrophilie alors généralisée qui est celle de la ville, avec un phénomène quand même qui est la métropolisation. Voilà, on s'entasse dans les villes. Et là, quelque part, effectivement, ce que disait tout à l'heure Lise Bourdeau-Lepage, ce percuteur qui arrive et qui vient tout déranger de manière très très violente. Alors, on retrouve un peu des propos qu'ont tenus certains théoriciens de l'architecture, je pense à Rem Koolhaas, à certains moments sur la violence des villes, mais peut-être qu'on l'a ressenti de manière très prégnante avec cette idée ou cette affaire du confinement. Et quelque part, quand on regarde aussi effectivement le travail de Manon Fauché, finalement, on va s'échapper en rentrant à l'intérieur, ce qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on s'enferme pour s'échapper. Et donc, on est dans des contradictions et des paradoxes effectivement permanents par rapport à cette notion du dedans-dehors, par rapport à cette notion de l'emprisonnement, par rapport à cette notion de la claustration. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure avec Annalisa lors de cette introduction un peu longue, mais qui était un peu pointilliste et qui donnait quelques pistes déjà, c'est-à-dire cette prescription de sortir, quoi. Cette prescription de se mettre effectivement, alors j'allais dire presque en danger, c'est-à-dire qu'on a cette opposition entre le dedans, le dehors, la protection qui serait effectivement l'enveloppe et l'extérieur qui serait plus dangereux. Et tout ça nous renvoie, alors je pense à ces paradigmes autour de... alors, comment les dire autrement que simplement et bêtement, ville et campagne, nature et culture, artificielle et naturelle. Effectivement, alors je reviens un peu sur... Moi aussi, j'ai un bienheureux que j'ai croisé. Alors, on a tous des... c'est marrant parce que ça remonte. Un ancien de Camondo qui est sorti il y a presque 15 ans maintenant, qui est responsable d'un pôle design d'une agence internationale d'événements. Donc, il travaille entre Paris et New York. Mais il se trouve que lui et sa famille vivent... quand il est en France et qu'il n'est pas dans les avions en train de faire la navette, ils vivent à la campagne. Et 2 enfants d'âge médian, quoi, ils devaient être à l'école primaire. Et lorsque je l'ai eu au téléphone après le confinement, puisqu'il s'agissait de le faire venir à un jury à l'école, je lui ai dit « Mais comment ça s'est passé pour toi ?» Il me dit « Écoute, c'est la meilleure période de ma vie.
Parce qu'effectivement, il prenait plus les avions, il était avec sa famille, les gamins, ils étaient dehors, quoi, dans la nature, et tout va bien. Et en fait, tout allait bien. Il pouvait télétravailler parce qu'il pouvait mettre les enfants dehors, et ça rappelle le balcon tout à l'heure qui devient anxiogène, dangereux, etc. Donc, on a ces contradictions qui sont encore une fois des contre-intuitions. Et que finalement cette claustrophilie, cet amour de l'enfermement, on s'enferme à très grande échelle dans ces méga structures que sont les villes, qui sont des intérieurs. Et c'est un peu la réflexion que ça suscite chez moi, et qu'en fait on s'échappe, pas forcément en sortant, on s'échappe des fois en s'enterrant, en rentrant, en s'enfermant justement. Et le terme de casanier effectivement était assez juste. Dans cet amour de la maison, quoi. Mais c'est une manière de sortir quelque part. Voilà. Alors là, je vais faire un saut qui va être complètement à l'opposé total, suite à ce que vous venez de dire et cette question d'opposition totale entre artificiel et naturel. Juste pour dire que ça, c'était ma thèse que j'ai soutenue en 2019. Ça fait un petit moment que j'ai passé du temps, et donc ça m'a fait grand plaisir d'y revenir et de retrouver des amours lointaines de ma recherche grâce à ce colloque. Mais de manière peut-être paradoxale, à ce monde intérieur artificiel, moi j'étudie toujours aujourd'hui des espaces libres. J'étudie toujours des espaces de contestation qui essaient de reproduire à une certaine échelle ces choses-là. Mais ce n'est plus d'architecture de papier, mais je m'intéresse aujourd'hui, et là le saut ça va être un peu brutal, sur la question des territoires en lutte et sur la question de contestation des écoquartiers. Et donc la figure qui émerge maintenant dans mon travail, c'est strictement l'antithèse de ce que vous voyez à l'écran, et la question du jardin potager en tant que forme de contestation, de la désobéissance civile en tant que participation à la construction des villes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc effectivement, je suis encore bloquée, semble-t-il, dans cette dualité. Il n'y a pas d'entre-deux, il y a soit l'un, soit l'autre. Et vos commentaires m'ont fait réfléchir, de re-regarder mes propres choix. Donc je trouve énormément de filiations. Mes territoires en lutte sont largement anarchistes également. des liens de filiation comme ça dans vos commentaires. Donc merci beaucoup. Du coup, merci à toutes et à tous. Je crois que s'il n'y a pas plus de remarques ou de prise de parole, on peut peut-être se dire qu'on n'était pas très nombreux, mais en fait, on n'a pas besoin d'être très nombreux pour bien réfléchir. Ça, c'est une leçon permanente. Mais en tout cas, merci à tous les intervenants, à toutes les intervenantes pour ces différentes communications qui nous ont enrichis. On continue demain à Camando, 9h30, c'est boulevard Raspail, c'est 266. Vous êtes tous les 9h30. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et puis on va continuer cette aventure et ce parcours à travers la claustrophilie. Et on devrait terminer dans la joie et la bonne humeur par un apéro sympathique demain soir. Donc à demain si vous en êtes d'accord, et on arrête là pour aujourd'hui.